Il existe un principe tacite dans le taoïsme qui est rarement enseigné de manière directe. Plus vous essayez de vous appuyer sur l'extérieur, plus vous devenez fragile à l'intérieur. Cette idée n'apparaît pas comme de la poésie, mais comme une observation rigoureuse de la nature humaine au fil des siècles. Laozi n'a pas écrit pour consoler, il a écrit pour réveiller. La question qui se pose est simple et dérangeante. Pourquoi cherchons-nous chez les autres ce qui ne peut être stabilisé qu'à l'intérieur de nous-mêmes? Cette quête constante n'est pas un défaut moral, c'est un conditionnement. Une fois comprise, elle révèle un véritable tournant. C'est là que commence cette leçon. Le taoïsme part du principe que la vie a son propre ordre, antérieur à la volonté et aux attentes sociales. Cet ordre ne dépend pas de la validation, de l'approbation ou du reflet émotionnel. Lorsque l'individu ignore cela, il commence à négocier sa paix comme une monnaie relationnelle. Il en résulte une dépendance silencieuse qui se dissimule sous le masque de l'affection, du partenariat ou du besoin. Le Tao observe ce mouvement avec une précision clinique, sans jugement. Dans ce contexte, le bonheur intérieur n'est pas l'euphorie, mais la stabilité. Et la stabilité ne se sous-traite pas. C'est le point que beaucoup évitent d'affronter. Le canal Solstice est né précisément pour explorer ces structures invisibles qui façonnent le comportement, le désir et la souffrance. L'objectif est d'intégrer la sagesse orientale, la psychologie et le langage symbolique de manière accessible et rigoureuse. L'accent est mis sur la clarté, pas sur le réconfort. C'est le type de connaissance qui reste. Et c'est pourquoi elle est importante. La dépendance émotionnelle dont vous souffrez n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée en besoin. Lorsque Lao Tzu a écrit le Tao Te Ching au VIe siècle avant J.M.C., il a observé que les êtres humains souffrent parce qu'ils recherchent la plénitude en dehors d'eux-mêmes, comme s'ils étaient des moitiés à la recherche d'une autre moitié qui n'a jamais existé. Le taoïsme enseigne que le bonheur intérieur ne se conquiert pas, mais se révèle lorsque nous cessons de le chercher à l'extérieur. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui ont le plus désespérément besoin de compagnie sont justement celles qui repoussent les autres? Cette contradiction n'est pas fortuite. Elle révèle que le vide intérieur ne se comble pas par une présence extérieure, mais par la compréhension de sa propre nature. La sagesse taoïste montre que l'autosuffisance émotionnelle ne signifie pas la solitude, mais la liberté de choisir des relations sans en dépendre pour exister. C'est la différence entre ceux qui aiment parce qu'ils en ont besoin et ceux qui aiment parce qu'ils débordent d'amour. Quand un texte taoïste affirme que celui qui se suffit à lui-même ne peut être contrôlé, ce n'est pas une métaphore. C'est une description fonctionnelle du comportement humain. Observez les relations basées sur le manque et vous verrez des cycles prévisibles de peur et d'attente. Observez quelqu'un qui est enraciné intérieurement et vous verrez une liberté pratique, pas un isolement. Le choc de conscience se produit lorsque nous réalisons que la plupart des frustrations naissent de cette confusion. Ce n'est pas l'autre qui échoue, c'est l'attente mal placée. Ce schéma se répète dans l'amour, le travail et l'identité. Le reconnaître change les décisions concrètes. Un symbole quotidien aide à comprendre cela clairement. Pensez à une maison construite sur des fondations instables qui nécessitent des réparations constantes. Peu importe le nombre de couches externes ajoutées, le problème reste structurel. Le taoïsme enseigne à travailler sur les fondations, pas sur l'apparence. Le bonheur intérieur est cette fondation silencieuse. Quand il existe, les relations deviennent un choix, pas une nécessité. La vie cesse d'être une négociation émotionnelle, et cela change profondément la façon d'être dans le monde. Si ce type d'approche contribue à votre compréhension de la vie et de vous-même, pensez à suivre la chaîne Solstice. L'inscription et le j'aime contribuent à maintenir cet espace d'étude actif et accessible. L'invitation est simple et sans urgence, comme l'enseigne le Tao lui-même. Ne restez que si cela a du sens pour vous. Le contenu restera ici, disponible pour ceux qui recherchent la clarté. Apprendre est aussi un geste de silence, et le silence bien orienté transforme. Au début du XXe siècle, les psychologues ont commencé à enregistrer un phénomène récurrent dans les rapports cliniques de personnes considérées comme prospères et socialement intégrées. Ces individus avaient des liens, une reconnaissance et une stabilité matérielle,
mais décrivaient un vide persistant qui ne diminuait pas avec leur nouvelle réalisation. Les registres montrent que ce malaise ne provenait pas d'un manque, mais d'un excès d'attentes placés à l'extérieur d'eux-mêmes. Cette observation silencieuse a traversé les décennies sans recevoir d'explication satisfaisante. La science a décrit le symptôme, mais n'en a pas atteint la racine. Curieusement, d'anciens textes taoïstes cartographiaient déjà ce même schéma avec une précision structurelle. Dans des notes prises sur le terrain après de grandes guerres et des effondrements sociaux, des chercheurs ont remarqué que certaines personnes traversaient des pertes extrêmes sans s'effondrer intérieurement. Elles souffraient, mais ne se désorganisaient pas. Il ne s'agissait pas d'un déni émotionnel, mais d'une base interne qui ne dépendait pas d'un soutien externe constant. Ces récits intriguaient car ils contredisaient les modèles traditionnels de bonheur basés sur la sécurité et l'appartenance. Quelque chose de différent opérait là, de manière presque invisible. Il n'y avait ni discours motivant, ni foi aveugle. Il y avait une stabilité silencieuse qui soutenait des choix clairs. Ce modèle n'était pas une exception mystique, mais une compétence interne développée. Dans le même temps, d'autres personnes, entourées de soutien et d'opportunités, entraient dans des cycles répétés d'anxiété relationnelle. L'attente que quelqu'un, quelque chose ou une situation résolve un malaise interne devenait de plus en plus intense. Lorsque la réalité ne correspondait pas à cette attente, la frustration surgissait, suivie d'une nouvelle recherche. Ce mouvement créait une dépendance émotionnelle déguisée en besoin légitime. Le conflit n'était pas avec le monde, mais avec la façon de s'y appuyer. Le taoïsme décrit ce processus comme un désalignement entre la source et la direction. Le bonheur était recherché au mauvais endroit. Il y a un point critique dans ce parcours où la personne commence à réaliser que répéter le même schéma ne produit pas de nouveaux résultats. Ce moment n'est pas dramatique, mais profondément déconcertant. Les solutions externes restent disponibles, mais perdent leur efficacité subjective. Le sentiment est d'être bien informé et mal orienté à la fois. C'est là que beaucoup abandonnent leurs recherches et retournent au cycle connu. D'autres continuent à se poser la question, même sans réponse immédiate. Cette persévérance crée un intervalle fertile. Le Tao appelle cet intervalle « écoute profonde ». Dans cet intervalle, des concepts tels que l'autonomie émotionnelle et le contentement cessent d'être des idées abstraites. Ils deviennent observables dans la vie quotidienne, dans les réactions automatiques et les attentes silencieuses. La personne commence à remarquer où elle abandonne sa stabilité sans s'en rendre compte. De petits événements révèlent de grandes dépendances. Un retard, une réponse non reçue, un simple désaccord prennent alors une importance disproportionnée. C'est le signe le plus clair que la base interne n'est pas encore consolidée. Le taoïsme ne condamne pas cet état, il le décrit simplement. Et tout ce qui peut être décrit peut être travaillé. Dans cette tradition, le développement du bonheur intérieur n'implique ni isolement ni reniement des liens. Il implique un repositionnement de la source d'équilibre. Lorsque la stabilité ne dépend plus de l'autre, les relations deviennent plus libres et plus réelles. Il n'y a pas d'indifférence, il y a une présence sans attachement des organisateurs. Ce changement ne se produit pas par croyance, mais par pratique consciente. C'est un ajustement fin, répété, presque imperceptible au début. Avec le temps, les effets s'accumulent. La vie extérieure reste instable, mais la vie intérieure gagne en cohérence. Tout ce qui sera développé à partir de là approfondit cette lecture avec méthode et clarté. Chaque concept sera présenté comme un outil pratique d'observation et d'ajustement interne. Lorsque le malaise interne est traité uniquement à l'aide de stratégies externes, l'effet initial semble généralement positif, mais il se transforme rapidement en une dépendance accrue. La recherche constante de validation, l'occupation excessive du temps ou la rationalisation des émotions sont des exemples courants de cette déviation. Les neurosciences décrivent ce processus comme un renforcement intermittent du soulagement, dans lequel le cerveau apprend à éviter la cause plutôt qu'à réorganiser la réponse. Il en résulte une augmentation progressive de la sensibilité émotionnelle. De petits stimuli génèrent alors des réactions intenses. La tentative de résoudre le problème amplifie le problème lui-même. C'est ce cycle qu'il faut interrompre de manière méthodique.
Une autre stratégie fréquente consiste à remplacer la dépendance relationnelle par un contrôle cognitif excessif. La personne tente d'anticiper les scénarios, d'ajuster ses comportements et de prévoir les réactions afin de maintenir sa stabilité. Des études en psychologie cognitive montrent que cet effort augmente la charge mentale et réduit la flexibilité émotionnelle. Le contrôle n'élimine pas l'insécurité, il ne fait que la masquer temporairement. Lorsqu'il échoue, l'effondrement est plus intense. Ce schéma crée un épuisement silencieux et un sentiment constant d'inadéquation. Le taoïsme reconnaît ce mouvement comme une résistance au flux naturel de l'expérience. Résister consomme plus d'énergie que d'ajuster la base. La pratique correcte commence par le repositionnement de l'attention et non par l'élimination du stimulus externe. Les recherches sur l'autorégulation émotionnelle indiquent que le fait d'observer l'expérience sans réaction immédiate réduit l'activation de l'amygdale. Cette observation n'est pas de la passivité, mais une suspension consciente de la réponse automatique. Le taoïsme appelle cet état présence fonctionnelle. Il permet au système nerveux de retrouver son équilibre sans interférence forcée. L'objectif n'est pas de se déconnecter du monde, mais de réduire la dépendance réactive. C'est la fonction centrale de la pratique. Ce qui est proposé ici est un entraînement simple et vérifiable. Identifier le moment exact où l'attente surgit. Cela exige d'être attentif aux micro-événements du quotidien, tels que les retards, les silences et les petites frustrations. En percevant l'impulsion de rechercher un soulagement extérieur, la personne fait délibérément une pause. Cette pause est de courte durée, mais son effet est cumulatif. Elle interrompt le circuit automatique et crée un espace pour un choix conscient. À force de répétition, le cerveau apprend une nouvelle voie de régulation. Cet apprentissage est mesurable en termes de réduction de la réactivité. Cette pratique sert à restaurer l'autonomie émotionnelle sans rompre les liens. Elle n'élimine pas le désir de connexion, elle l'organise simplement. Elle fonctionne parce qu'elle déplace la source de stabilité de l'environnement vers le système interne lui-même. D'un point de vue neurobiologique, elle renforce les circuits d'autorégulation dans le cortex préfrontal. D'un point de vue taoïste, elle aligne l'action et la nature. La personne cesse d'exiger que le monde s'adapte à son état interne. Elle commence à adapter son propre état à la réalité. C'est là le gain structurel. La raison d'adopter cette pratique est simple et objective. Elle réduit la souffrance inutile, améliore la qualité des relations et augmente la clarté décisionnelle. Elle n'exige ni croyance ni changement d'identité. Elle exige seulement de la cohérence et une observation honnête. Les effets secondaires sont positifs et cumulatifs. Avec le temps, le besoin d'approbation diminue. Le sentiment de suffisance interne augmente. Cet équilibre n'est pas idéalisé, il est fonctionnel. Pour consolider cet engagement de manière pratique, participez activement à ce processus. Écrivez dans les commentaires la phrase « Ma stabilité commence en moi ». Ce geste simple renforce l'intention consciente et signale un engagement réel envers le changement proposé. L'apprentissage se renforce lorsqu'il est explicité. Continuez à suivre ce contenu, approfondissez cette formation étape par étape. Le chemin ne nécessite pas de précipitation, seulement de la continuité. L'analyse du concept de bonheur intérieur commence par la distinction entre état émotionnel et structure psychique. Les émotions sont des fluctuations naturelles du système nerveux, tandis que la structure est la manière dont l'esprit organise le sens et la réponse. La psychologie contemporaine démontre que confondre ces niveaux génère une souffrance récurrente. Le taoïsme fait la même distinction en séparant l'expérience momentanée de l'alignement interne. Le bonheur intérieur, en ce sens, ne décrit pas le fait de se sentir bien, mais de fonctionner de manière intégrée. Lorsque cette intégration existe, les émotions surgissent et passent sans désorganiser l'ensemble. C'est le premier axe conceptuel à comprendre. D'un point de vue psychologique, la dépendance émotionnelle naît de l'externalisation de la régulation affective. La personne apprend dès son plus jeune âge à utiliser l'autre comme stabilisateur primaire. Ce schéma se consolide comme une habitude neuronale et commence à fonctionner automatiquement. La spiritualité orientale décrit ce même processus comme un attachement à la forme.
Le problème ne réside pas dans le lien, mais dans la fonction qui lui est attribuée. Lorsque l'autre devient une source d'équilibre interne, toute instabilité externe génère une souffrance disproportionnée. Le taoïsme ne propose pas de rompre les relations, mais de corriger cette attribution fonctionnelle. Le bonheur intérieur naît précisément de cette correction. Dans le bouddhisme, ce processus est décrit comme une ignorance fonctionnelle et non comme une faute morale. L'ignorance signifie ne pas voir clairement comment la souffrance est produite. L'esprit recherche la permanence, là où il n'y a qu'impermanence. Ce faisant, il crée une frustration prévisible. La pratique méditative bouddhiste et l'observation taoïste convergent sur ce point. Toutes deux entraînent l'esprit à reconnaître l'émergence de l'attachement avant qu'il ne se transforme en action. Cette reconnaissance précoce modifie le cours de l'expérience. Le bonheur intérieur émerge comme un sous-produit de cette lucidité. L'application pratique discutée précédemment s'appuie scientifiquement sur la théorie de l'autorégulation. Les systèmes biologiques tendent vers l'équilibre lorsqu'ils ne sont pas surchargés par une interférence excessive. La pause consciente interrompt les schémas automatiques et permet une réorganisation interne. Le taoïsme appelle ce principe « action sans effort forcé ». Cela ne signifie pas l'inaction, mais une action alignée sur la nature du système. Psychologiquement, cela réduit la réactivité et augmente la tolérance émotionnelle. Spirituellement, cela réduit l'attachement et les attentes. L'effet combiné est une stabilité progressive. Ce modèle explique également pourquoi les solutions alternatives basées sur le contrôle, la fuite ou la compensation échouent. Elles n'agissent pas sur l'origine du problème, mais seulement sur ses symptômes. À court terme, elles apportent un soulagement. À moyen terme, elles augmentent la dépendance et la rigidité. La psychologie et les traditions orientales s'accordent sur ce diagnostic. Résoudre un problème interne de manière externe perpétue le cycle. Le bonheur intérieur exige une intervention au bon niveau. Ce niveau est celui de la relation de l'esprit avec lui-même. Sans ce changement, il n'y a pas de stabilité durable. Le symbole du yin et du yang ne représente pas des opposés en conflit, mais des forces complémentaires qui coexistent dans un équilibre dynamique. Observez l'image. À l'intérieur du blanc, il y a un point noir. À l'intérieur du noir, il y a un point blanc. Cela signifie que la solitude contient en elle-même le germe de la connexion et que la connexion contient en elle-même le germe de la solitude. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de fuir votre propre compagnie comme s'il s'agissait d'une condamnation. La sagesse taoïste enseigne que le vide intérieur n'est pas l'absence de quelque chose, mais un espace disponible pour que quelque chose de vrai puisse émerger. Remplir cet espace prématurément par une dépendance émotionnelle revient à planter des graines dans un sol non préparé. Rien ne pousse, tout pourrit. La spiritualité, lorsqu'elle est bien comprise, ne s'oppose pas à la science psychologique. Elle offre un langage symbolique pour des processus que la science décrit de manière fonctionnelle. Le Tao, le Dharma et les modèles de régulation émotionnelle renvoient tous au même phénomène central. L'esprit souffre lorsqu'il cherche à l'extérieur ce qui ne peut être organisé qu'à l'intérieur. Lorsque cette recherche est interrompue, un espace intérieur apparaît. Cet espace n'est pas vide, c'est une capacité. La capacité de ressentir sans s'effondrer. La capacité d'entrer en relation sans se perdre. Tout au long de cette analyse, le concept de bonheur intérieur se révèle comme une compétence qui peut s'acquérir. Il ne dépend pas de circonstances idéales ni d'isolement social. Il dépend de la clarté, de la pratique et de l'alignement fonctionnel. La psychologie et la spiritualité convergent en affirmant que la stabilité se construit, elle ne s'accorde pas. Le taoïsme offre une lecture précise de ce processus sans dogme. Le bouddhisme fournit une méthode d'observation directe. La psychologie valide les effets sur le comportement et le bien-être. L'intégration de ces approches produit une compréhension solide. Et cette compréhension soutient la véritable autonomie intérieure. Si le bonheur ne pouvait être procuré par personne, où le mettriez-vous maintenant? Le Tao commence généralement par déplacer la question, et non par y répondre. Ce qui dépend d'une concession extérieure peut toujours être retiré. Ce qui naît de l'alignement intérieur demeure même lorsque tout change.
Cette perception n'apparaît pas comme une certitude, mais comme un silence lucide. Ceux qui ont suivi jusqu'ici remarqueront peut-être que quelque chose a cessé d'être recherché avec urgence. Et lorsque l'urgence cesse, quelque chose d'essentiel se réorganise. La sagesse taoïste ne ferme pas les chemins, elle les dissout doucement. L'avantage de ce parcours n'est pas d'acquérir une nouvelle idée, mais de perdre une ancienne attente. Lorsque l'esprit cesse d'exiger des garanties émotionnelles, la vie se présente avec moins de friction. Il ne s'agit pas de vaincre le monde, mais d'arrêter de lutter contre lui. Ce changement n'est pas spectaculaire, il est fonctionnel. Il se révèle dans les gestes simples, les réactions mineures, les pauses presque imperceptibles. C'est là que le bonheur intérieur commence à se manifester comme une compétence. Il y a un moment où comprendre cesse d'être accumulé et devient lâcher prise. Le Tao pointe vers ce point sans nom, où il n'est plus nécessaire de tout résoudre. La synthèse se produit lorsque l'esprit reconnaît ses propres limites opérationnelles. Dans cette reconnaissance, un espace apparaît, un espace pour ressentir sans se confondre, un espace pour établir des relations sans se perdre, un espace pour être sans s'appuyer. Cette épiphanie ne demande pas d'applaudissements, elle demande de l'attention. Peut-être que la question la plus fidèle à l'esprit taoïste n'est pas ce que vous avez appris, mais ce que vous avez cessé de porter. Ce qui devient plus léger lorsque la dépendance interne est vue clairement. Ce qui perd de son importance lorsque la stabilité trouve sa propre source. Ce n'est pas une conclusion, c'est un déplacement continu. Chaque retour à l'attente est aussi une nouvelle occasion d'observation. Le chemin ne se referme pas, il s'affine. Et plus il est fin, moins il demande d'efforts. Le zen appellerait cela le non-arrivé. Non pas parce que rien ne se passe, mais parce que rien n'a besoin d'être affirmé. Le bonheur intérieur ne se déclare pas, il se manifeste en l'absence de bruit. Lorsqu'il n'y a plus d'urgence à atteindre la complétude extérieure, l'expérience devient directe. Il n'y a pas de promesse, il y a une présence. Il n'y a pas de formule, il y a une pratique silencieuse. Cette non-conclusion est le signe que quelque chose a été assimilé au-delà des mots. Et le silence commence à enseigner. Si une phrase, une idée ou une pause de ce contenu a résonné de manière particulière, c'est déjà un mouvement d'intégration. Partager cette résonance n'est pas une exposition, c'est un reflet conscient. D'autres expériences élargissent la lecture et enrichissent l'espace commun. Le commentaire fait partie de l'apprentissage collectif. L'échange révèle des schémas que nous ne verrions pas seuls, et l'écoute mutuelle approfondit la compréhension individuelle. Le parcours proposé ici n'exige ni précipitation ni adhésion aveugle. Il repose sur une observation continue et une curiosité honnête. Ceux qui continuent à suivre cet espace le font par affinité silencieuse et non par obligation. Le Tao n'appelle pas, il attire par l'alignement. Que la contemplation se poursuive même après la fin de cette vidéo. Que l'auto-exploration trouve son propre rythme et que cette recherche partagée continue à se déployer naturellement tout au long du chemin.